Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Philippe Delorme. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes historien et surtout journaliste puisque vous venez de relancer ceci, le magazine Dynastie dont vous êtes le rédacteur, le directeur de la rédaction même. 67 numéros de la première version de ce magazine avaient été publiés entre 85 et 87 sous la direction entre autres de votre ami Stéphane Bern. Pourquoi relancez-vous ce projet ? Écoutez, comme je le dis dans l'ouverture de ce, dans l'édito, voilà, de ce magazine, on n'a pas souvent la chance de revivre ou d'aller au bout de ses rêves de jeunesse. Et c'est vrai que pour moi, pour Stéphane Bern, pour quelques autres, ça a été vraiment Dynastie, le magazine qui nous a mis le pied à l'étrier, je dirais, dans la carrière de journaliste. Et donc, depuis ce temps-là, j'avais un petit peu un regret, on avait tous un petit peu un regret, une certaine amertume d'avoir dû arrêter cette aventure de manière un peu prématurée, parce qu'on pensait, et on pense toujours, et je pense que c'est une réalité, qu'il y a la place pour un magazine grand public, mais en même temps de qualité, qui soit consacré aux dynasties. Alors les dynasties, c'est à la fois, bien sûr, les dynasties royales, princières, régnantes ou non régnantes, mais c'est aussi tout ce qui est famille, tout ce qui est transmission de patrimoine. On a par exemple un article sur la famille Belmondo, qui est une famille d'artistes. Le grand-père était sculpteur. On avait Jean-Paul Belmondo, bien sûr, qui vient de nous quitter, que tout le monde connaît. Voilà. Donc ça peut être aussi une transmission hors Dynastie au sens large. Au sens large du terme. C'est-à-dire que l'individu considéré comme un élément d'une chaîne de l'histoire qui nous ramène au passé, qui nous conduit vers l'avenir. Alors, ce numéro est le numéro 0 qui sera réservé aux abonnés. Le premier numéro sortira vraisemblablement en février ou en mars, et vous me le disiez tout à l'heure, disponible en kiosque, mais également en librairie. Comment vous allez... on va dire, dépoussiérer un petit peu les altesses. Voilà, bon, c'est vrai que on a tendance aujourd'hui à un peu enfermer les altesses royales dans la catégorie des people, voilà, des personnages aussi de la jet set, les artistes, les stars, etc. Je pense que l'angle qui nous intéresse, nous, c'est un angle déjà historique, c'est-à-dire voilà, les replacer dans l'histoire de leur famille, et en même temps montrer en quoi ils peuvent apporter, en quoi le fait d'appartenir à une ancienne dynastie, appartenir à une famille royale ou une famille tout simplement qui a des traditions, ça peut apporter un plus à notre monde qui est un peu déboussolé et qui a besoin finalement de repères, qui a besoin peut-être de retrouver des ancrages dans le passé. Et donc voilà, c'est à travers toute cette problématique d'un présent qui veut retrouver, je dirais, des racines dans le passé, des racines et pas des ailes, mais des racines et des branches, voilà, pour l'avenir. Alors, vous avez su réunir déjà pour ce numéro 0 quelques signatures importantes. Stéphane Bern, évidemment, je le disais, Jean-Christian Petit-Fils, des personnalités qu'on a reçues ici à TV Liberté, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, l'historien Reynald Sécher, spécialiste de la Vendée, Monseigneur Ray. Comment va fonctionner votre rédaction ? Alors, on est à une rédaction, je dirais, décentralisée. On ne travaille pas ensemble dans un bureau comme pourrait le faire un très très grand magazine ou un quotidien. On a surtout l'avantage d'avoir une maquettiste de grand talent. Vous avez pu voir, et on en parlait tout à l'heure hors antenne, comme cette maquette est particulièrement moderne, particulièrement voilà très. Je ne sais pas si on peut voir correctement. On mettra surtout en post-production, oui, voilà. Mais c'est vraiment c'est du beau papier, c'est voilà, beau travail de maquette, quoi. On veut se différencier, je dirais, des 1001 magazines d'histoire qui existent et qui sont tous finalement, quand on les regarde dans les kiosques, un petit peu tous sur le même modèle. Voilà, on a voulu faire quelque chose qui soit ce qu'on appelle aujourd'hui, alors c'est du franglais, je m'en excuse tout de suite, ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire entre le magazine et le book, le livre. Donc c'est entre le livre et le magazine, ce qui fait qu'on pourra le retrouver d'ailleurs dans des librairies aussi bien que dans des kiosques.
Et ce que l'on veut, c'est un objet qui soit, qui se conserve, qui ne soit pas simplement un magazine qu'on feuillette et puis qu'on jette ensuite, mais qu'on puisse conserver, collectionner. Donc, bien sûr, on aura une équipe permanente qui assurera l'ossature centrale du magazine, qui est d'ailleurs adossé sur une chaîne Internet. Hein. On a aussi un magazine Internet au jour le jour qui donne des articles. Mais pour chaque numéro, bien sûr, il y a un dossier central, et ce dossier central, eh bien, on fait appel à des signatures de personnalités qui sont particulièrement compétentes dans ce domaine. Et ce dossier central, le voici, Sacré Capétien. Pourquoi commencer avec les Capétiens ? Écoutez, la famille capétienne, c'est quand même la famille de toutes les familles, si l'on peut dire. C'est celle dont on a la traçabilité, hein, pour utiliser un terme un peu barbare, la plus ancienne, puisqu'elle remonte avec des documents écrits peut-être au 7e, 8e siècle, hein, donc vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une famille qui a su se perpétuer à travers le temps. Et puis c'est quand même la famille de France, hein, c'est la famille qui a fait la France, même si les Français y ont beaucoup contribué aussi. Donc on a voulu saluer cette famille et puis aussi avec le Sacre montrer que cette famille s'est toujours adossée à une vision, je dirais, qui ne soit pas une vision terre-à-terre, uniquement terre-à-terre de la politique ou de la société, mais aussi une dimension spirituelle, une dimension métaphysique, une dimension sacrée, hein, à travers le sacre que les Capétiens recevaient généralement à Reims au début de leur règne, qui les reliait en quelque sorte à quelque chose d'extérieur à la politique. Ce qui manque aujourd'hui dans la politique, peut-être, c'est le fait que les hommes politiques ne sont pas reliés à quelque chose d'extérieur, mais ils sont simplement enfermés. Le compte à rendre à plus personne, voilà, même pas au peuple. Autrefois, c'était à Dieu directement. Voilà, donc il y avait l'idée d'une médiation avec quelque chose qui soit extérieur au monde. Et alors aujourd'hui, ça pourrait prendre d'autres formes, hein, je dirais, mais à l'époque, pendant toute l'époque capétienne, ça a été bien sûr le christianisme qui a été un des fondements et une des bases de la société française. Alors justement, sur cette dimension spirituelle, j'ai relevé un petit passage dans votre édito que je voudrais citer. Durant près d'un millénaire, le sacre de nos souverains capétiens a jeté un pont entre le ciel et la terre, offert à la politique un horizon au-delà des contingences matérielles. Sans doute faudra-t-il, sans trop attendre, si nous voulons survivre, rendre à la chose publique sa nécessaire verticalité, réinventer des liens avec la transcendance. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron n'exerce pas son pouvoir de manière assez verticale? Il va être extrêmement transcendant. Non, je dirais que ce qui est quand même assez étonnant, c'est que même ces hommes politiques qui pourtant donnent pas une impression de grande ouverture, je dirais, métaphysique ou autre, quand même se rendent compte et ont une certaine conscience du manque, justement. Hein, je crois que Macron avait fait une déclaration sur les rois de France en disant qu'il manquait pratiquement un roi à la France. Alors, c'est vrai que Macron fait des déclarations un petit peu tous azimuts, donc on peut toujours trouver quelque chose qui nous convienne. Mais en l'occurrence, il avait fait cette déclaration et puis, par exemple, au moment de son intronisation, entre guillemets, il a fait une espèce de cérémonie un peu pharaonique où il est venu se placer devant la pyramide du Louvre, etc. Mais bon, ça veut dire qu'il... Et Mitterrand l'avait fait en son temps quand il était allé au Panthéon, etc. Donc on a l'impression que tous ces personnages qui, lorsqu'ils arrivent au sommet de l'État, ils se rendent compte que il y a quelque chose qui manque. Alors donc ils essayent en bricolant un petit peu de jouer là-dessus. Mais fabriquer une nouvelle religion de l'homme. Voilà, trouver des... Alors là, on est dans une religion maintenant qui est une religion de la seringue, hein, ce qui est encore autre chose. Si vous êtes damné, si vous n'êtes pas piqué. Donc, vous voyez, on arrive toujours... Il y a toujours un côté... La transcendance arrive toujours par un côté à s'imposer, même par des côtés mortifères. Parfois. Pfizer, le nouveau prophète. Exactement. Alors, justement, à propos de cette transcendance, de ce côté métaphysique, en tout cas, Emmanuel Macron, avant
son intronisation, si on peut appeler ça comme ça, avait parlé de l'existence d'une transcendance. J'invite les téléspectateurs à regarder, vous tapez Emmanuel Macron, transcendance, il a un espèce de regard un peu inquiétant. Oui. Vous pensez à quoi en parlant de la transcendance ? Écoutez, dans l'histoire, moi en tant qu'historien, évidemment, quand je regarde l'histoire de France, ça a été bien sûr lié au christianisme depuis le début, puisque la monarchie chrétienne, la monarchie française, c'est toujours créée et développée avec le christianisme. Aujourd'hui, on est dans un État laïque et je pense que c'est une excellente chose que la religion ne soit pas associée. Même si elle ne l'était pas associée autant qu'on peut l'imaginer sous l'Ancien Régime. Il y avait bien une séparation quand même entre le domaine du temporel et le domaine du spirituel. Aujourd'hui, quel pourrait être ce lien à la transcendance ? Je ne sais pas, c'est des choses qui auraient à réinventer. En tout cas, je pense qu'à travers des rites, à travers des rituels, à travers des gestes, on a perdu le sens du geste, le sens du symbole, le sens de... les Républicains, ils ont trouvé une nouvelle église. Oui, quand j'entends François Hollande au Grand Orient dire quand on est républicain, comme c'est mon cas, il faut à un moment en passer par la franc-maçonnerie. Oui, mais la franc-maçonnerie, ça a été une époque peut-être où la République justement s'est appuyée. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça me paraît François Hollande, il pense qu'il faut encore en passer. C'est devenu un peu folklorique. Et puis je ne pense pas que ça pourrait permettre à tous les Français d'arriver à. Non, je pense qu'il faut essayer de trouver de nouveaux liens, peut-être à travers la religion. D'ailleurs, la religion chrétienne a encore, bien sûr, son rôle à jouer, et c'est à elle de le jouer. Mais je pense qu'il y a des moyens pour que cette population se rende compte qu'il n'y a pas que le supermarché. J'arrivais ici, dans le quartier, là, il y a un énorme supermarché. Autrefois, on aurait construit une cathédrale. Maintenant, on a construit un supermarché qui fait des milliers et des milliers de mètres carrés. C'est le nouveau temple. Donc, je pense qu'entre ça et le stade de France, qui ressemble aussi à une espèce de temple. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver d'autres... je pense qu'on va les retrouver. On va les trouver, on va les réinventer. Elles sont partout, les églises, les cathédrales. Oui, bien sûr. Rendons à la cathédrale de Paris. Je pense déjà, il faut que ces lieux gardent leur côté. Il faut que ces lieux gardent et retrouvent leur véritable dimension, qu'on n'en fasse pas des centres commerciaux ou des Disneyland. C'est ça la difficulté. Et c'est vrai aussi pour les familles royales. Il y a une espèce peut-être de peopleisation et de disneyisation de certaines familles royales. On est dans le monde du paraître, de plus en plus, dans le monde de l'apparence, dans le monde de l'extérieur. Donc, il faut aussi qu'elles-mêmes luttent pour garder cette transcendance. Oui, parce qu'elles ne vont pas forcément dans le bon sens, pas toujours, ces familles. Pas toujours. On connaît les liens qui existent, par exemple, entre le prince Charles et le président du Forum économique mondial, Monsieur Klaus Schwab, qui est le Forum économique, qui est une institution mondialiste. Comment vous expliquez la collusion entre ces familles royales et le mondialisme ? Je crois que c'est aussi des familles qui appartiennent par leur statut social au monde de l'argent. Donc, comme l'argent est le nouveau, je dirais, le moteur du monde depuis au moins 2 siècles, nécessairement, ces familles ont eu sont entrées en collusion avec ce monde. Maintenant, vous pensez qu'elles ont été perverties par ce monde ? Oui, en partie, mais elles possèdent quand même au cœur d'elles-mêmes des moyens d'aller au-delà. Donc, on le voit en Angleterre en particulier, où le sacre reste, le couronnement royal reste encore un événement tout à fait important, qui donne une dimension différente. On l'a vu avec cette série là sur The Crown, sur la famille royale, sur le rôle de la reine, etc. Là, on se rend compte qu'on sort du domaine de la pure politique c'est de la métapolitique en fait. Il y a un rôle de conseiller, un rôle de pratiquement de sage, une espèce de sagesse extérieure. Donc,
il faut les inviter, ces familles, à retrouver ça au maximum. Alors en ce sont des êtres humains et oui. il y en a beaucoup qui font pas mal de bêtises. Hein. En attendant qu'elles les sacraliser à une forme de vertu, en tout cas, elles sont éclaboussées. Elles n'ont jamais été très vertueuses, de toute manière. C'est pas non plus, je dirais, les individus. Il y avait Saint-Louis quand même. Oui, mais c'est peu. Les individus, finalement, ce qui est intéressant dans une lignée, c'est que les individus peuvent être non vertueux, si vous voulez. Il peut même y avoir des criminels ou des salopards dans une famille. Le fait de, ce qui compte, c'est quand même cette durée, cette longévité, et ça, c'est quelque chose qui transcende, je dirais, les individus. On a pu avoir des imbéciles, on a pu avoir des gens médiocres, mais il y a une continuité qui transcende tout ça, quoi. Alors, ces familles sont quand même éclaboussées par des affaires. On l'a vu ces dernières années, la couronne britannique avec le scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. On s'est aperçu que la reine avait des comptes offshore. Le Luxembourg, alors là aussi, c'est un grand-duc qui est à la tête du Luxembourg, reste aujourd'hui l'un des paradis fiscaux les plus agressifs au monde. Comment ces grandes familles justifient-elles ces écarts, ces scandales ? Ouais, écoutez, je pense qu'elle, comme on dit toujours en Angleterre, c'est no comment, never complain, never explain. Hein, il ne faut jamais expliquer et jamais se plaindre. Hein, donc, je pense il ne faut pas demander à la reine d'Angleterre des explications. Je pense que, comme je vous le disais, ils sont engagés de toute manière. La reine d'Angleterre, c'est une des principales fortunes d'Europe. Hein, donc, nécessairement, c'est pas elle qui gère son portefeuille et les gens qui gèrent derrière, ils gèrent ça à la manière de capitalistes efficaces. Hein, et donc, c'est pas absolument étonnant qu'il y ait des éléments plus ou moins troubles, comme dans toute grande fortune, j'imagine. Si on prend son fils, d'ailleurs, le prince Charles, même s'il est, comme vous disiez tout à l'heure, en collusion peut-être avec les milieux mondialistes, il avait eu un discours quand même un petit peu différent, on peut dire sur l'écologie, sur le... l'écologie, c'est le mondialisme aussi. Oui, alors, l'écologisme. Oui. En tout cas, par exemple, sur un urbanisme plus traditionnel, un discours quand même... un discours qui détonnait peut-être un petit peu avec Alors, on va éventuellement regarder un petit peu d'Espagne, en Angleterre, en Espagne. Comment les populations jugent-elles le faste de leur famille régnante ? Je crois que pour l'Angleterre, par exemple, ils se rendent très bien compte que le faste fait partie, justement, je disais tout à l'heure que... il n'y avait pas de pouvoir sans rituel, sans décorum, etc. Et c'est important finalement qu'un pouvoir soit entouré de... sinon le roi est nu. Hein. Donc c'est vrai que c'est important que un pouvoir soit entouré d'un certain faste, d'une certaine pompe qui lui donne un poids, une crédibilité, etc. En Angleterre, en plus, je dirais que c'est plutôt rentable. C'est-à-dire que les fastes de la couronne, par exemple, quand il y a un mariage royal, ça attire tellement de presse, de touristes. C'est quasiment rentable, c'est une entreprise. Absolument. La reine vend maintenant des mugs, vend des portraits, etc. Donc c'est une affaire qui est tout à fait rentable. Je dirais que ça n'est pas du tout... ce n'est pas du tout quelque chose qui coûte à la population et ça coûte certainement moins cher que d'organiser une élection présidentielle. Surtout aujourd'hui, ça va coûter sans doute très cher s'il faut désinfecter chaque bulletin de vote. Voilà, donc on aura le vote par correspondance. Oui, comme ça on pourra voter 3-4 fois de suite, ça sera très bien. Vous avez la signature de Monseigneur Ray, qu'on a ici accueilli à TV Liberté. Je voudrais citer la lettre de Saint Paul aux Romains qu'il met dans son article. « Que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont
établie sous la dépendance de Dieu. Est-ce que notre République française est établie sous la dépendance de Dieu? Bah, j'imagine que si on est croyant, elle est sous le regard de Dieu, en tout cas, et Dieu, je dirais, la surveille d'un œil jaloux, hein, comme il surveille toutes les actions humaines. Mais moi, je ne sais pas comment il faut prendre cette formule de saint Paul, parce que c'est vrai que quelqu'un qui vivait sous le Troisième Reich, par exemple, ou sous Staline, effectivement, alors peut-être qu'Hitler et Staline étaient sous la dépendance de Dieu, les regardait peut-être du coin de l'œil, mais en tout cas, il y avait François est sous la dépendance de voilà, Dieu. Il y avait peut-être moyen quand même de pousser un petit peu à leur chute quand même, ou alors donc je pense quand même qu'il y a un devoir. C'est peut-être quelque chose que vous voyez, je vais finir en disant que j'aime bien dans la Constitution de l'an 2, la Constitution républicaine de la Convention. Vous voyez, il y a un moment, il y a le droit à l'insurrection. Et ça, je pense qu'il y a un droit à l'insurrection. C'est probablement la seule Constitution qui l'indique. C'est-à-dire que quand un pouvoir est injuste, illégitime, on a le droit et même le devoir de. Comme les États-Unis, le deuxième amendement, le fait d'avoir un port d'armes, c'est de pouvoir chasser l'ennemi de l'extérieur comme de l'intérieur. Je pense que le droit à l'insurrection, c'est quelque chose d'important. On le voit encore actuellement. Là, il y a des lois qui sont quand même très liberticides et c'est tout à fait normal de se soulever contre les lois. Alors ça ne veut pas dire qu'on va user nécessairement d'une violence physique, mais il y a certainement à manifester sa colère, à manifester son refus d'un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas comment Monseigneur Ray comprend tout ça, mais je pense que dans certains cas, on doit se dresser contre un pouvoir injuste, évidemment. En tout cas, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est fait référence à l'être suprême. Et il y a même un culte qui avait été imposé dans le contexte de l'époque, celui de la terreur. L'être suprême, c'est un nouveau terme pour parler de Dieu ou je pense que c'était, vous voyez, les gens qui ont fait qui ont fait ces droits de l'homme se sont bien rendus compte qu'il fallait, en tout cas, présumer quelque chose d'extérieur à leur propre parole, à leur propre discours. C'est-à-dire, il y a les droits de l'homme, mais quand même, on se réfère à quelque chose d'extérieur. Alors, ils ne veulent pas utiliser le terme de Dieu, ou être suprême, ça reste beaucoup plus... vague. Ça très bien de quoi on parle, ça n'oblige pas à rentrer dans une religion en particulier, mais disons qu'il y avait déjà quand même... Il restait cette idée que les droits de l'homme... obéissent d'abord, les droits de l'homme fixent des limites, c'est-à-dire que du coup, si on les respecte pas, on fait quelque chose qui est de l'ordre du blasphème ou du sacrilège finalement. Hein. Ils sont sacrés, ces droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on peut se poser des questions sur certaines lois. Est-ce que certaines lois, autorisant par exemple l'avortement jusqu'à 9 mois dans des cas dits thérapeutiques, est-ce que ça ne va pas contre les droits de l'homme? L'euthanasie, est-ce que... Vous voyez, enfin bon... Mais cette sacralisation des droits de l'homme, elle vient d'où? Elle est je pense que ça, grosso modo, c'est une laïcisation c'est pas une révélation, la déclaration des droits de l'homme. Non, mais c'est grosso modo une laïcisation de ce que le christianisme disait à peu près depuis toujours sur l'être humain. C'est pas énormément... Si vous voulez, ça a marché très longtemps, même à l'époque de la Troisième République, parce que la morale qu'on apprenait à l'école, grosso modo, c'était la morale chrétienne à deux iota près, finalement. Donc, on disait pas chrétien, mais bon, les enfants allaient plus ou moins au catéchisme à l'extérieur. Donc, tout ça... Alors, aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais disons que c'est vrai que cette morale des droits de l'homme, finalement, c'est un christianisme sans le nom. Vous évoquez également le cas des royalistes français. On peut lire qu'ils sont un peu bizarres, un peu fous. Oui, mais alors il y a un article. C'est ironique, mais est-ce qu'un retour à la monarchie de droit divin est envisageable en France? Vous connaissez le dicton, l'eau d'une rivière ne coule jamais deux fois sous le même pont. De droit divin, je ne pense pas que le terme soit adéquat. Héréditaire et de droit divin. Héréditaire, oui, mais ça, l'hérédité, c'est simplement un moyen d'assurer l'indépendance
du pouvoir, parce que c'est-à-dire qu'on choisit, on le choisit pas, quoi. Hérédité, c'est un petit peu le hasard, quoi. Hein. On prend celui que le hasard nous donne, ce qui évite d'avoir à le choisir. Droit divin, non, je dirais plutôt d'un droit extérieur, je sais pas, d'un droit, voilà, d'une transcendance. En tout cas, il faut que l'État, à mon avis, que le chef de l'État se rattache soit extérieur au petit jeu des partis, en tout cas. Et ça, on voit que ça continue en Angleterre, parce que le Premier ministre, il n'est pas le premier, il est le deuxième, et il va voir la reine. Pour lui demander si ça va. Pour lui demander si ça va, même s'il fera ce Ouais. qu'il veut quand même, en fin de compte, il aura quand même eu un regard extérieur, et ça, c'est important, quoi. Alors, où est-ce qu'on peut s'abonner à votre revue? Alors, on peut Philippe s'abonner pour le Delorme moment en écrivant. Alors, on peut aller sur Internet, où on a un site revue-dynastie. Je ne sais pas si c'est com ou fr. Enfin, si vous tapez Revue Dynastie sur Google, vous allez tomber sur le site. Le site qui est d'ailleurs mis à jour tous les jours avec des informations, des actus sur les rois, etc. Donc, c'est sur l'histoire. Enfin, donc vous pouvez suivre ce site, et puis vous aurez l'adresse Alors, pour s'abonner. Ça sort à quelle fréquence? Alors, c'est un trimestriel. Non, c'est un trimestriel, d'accord. donc 4 numéros par an. Voilà. 40 euros, au prix de 10 euros, ce qui est très très bon Voilà. marché pour un objet de cette qualité, C'est je un dirais. bel objet, en effet. Et donc, on propose un abonnement à 40 euros pour un an, ou 75, je crois, pour 2 ans. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, merci d'être venu sur notre plateau pour présenter cette belle revue. Philippe Delorme, merci beaucoup. Merci.